Alors Alain, est-ce que ta vision politique, quelle vision nous donne de la force en politique? C'est des questions dures, hein, partir comme ça. Bon, C'est tellement vaste. Attends, La force en politique. La force en politique. C'est une grosse question. Attends. Pour aborder la question de la force en politique, de façon très pratique, ça se fait toujours négativement. C'est la vérification de ton immense faiblesse quand tu essayes de faire de la politique. Et la découverte, quand tu t'intéresses à l'opposition, en réalité des fausses forces que représente l'opposition. En fait, pour répondre à la question de la force en politique, ça passe par la conscience de l'incroyable impuissance que tu as quand tu veux commencer à te coltiner le système, tu vois. C'est-à-dire, tu prends déjà conscience de l'incroyable force du système. C'est vraiment une organisation globale où il y a évidemment l'argent, l'idéologie, les médias, la classe dominante, la cooptation de tous les collabos. Enfin, c'est une énorme puissance et la faiblesse très très grande de l'opposition. Et en plus, je crois que cette conscience est terriblement tragique en ce moment, enfin en tout cas depuis 20 ans, puisque si on a pu penser qu'à un moment donné, il y avait des oppositions un peu fortes, d'ailleurs c'est une question, enfin, à l'époque, par exemple, le PC était très fort et qu'il y avait un dialogue PC-bourgeoisie dans le dialogue Parti communiste Raymond Aron, enfin tu vois, on avait le sentiment qu'il y avait des forces qui s'affrontaient. On a bien vu après mai 68 s'accélérer la dissolution totale des forces d'opposition, d'abord d'ailleurs théorique, puis après pratique, puisque quand il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus non plus il n'y a plus même de défilé du 1er mai à la fin, de défilé unitaire du 1er mai. Et aujourd'hui, quand tu te dis qu'il faudrait renouer avec l'opposition, ça part d'une colère individuelle, tu cherches où est la force, à quelle force t'agréger, t'en trouves pas, et tu as un sentiment total d'impuissance. Et à un moment donné, tu te poses la question, comment réellement, à part la colère individuelle et l'expression, la critique verbale, comment reconstituer une force pour s'opposer à l'incroyable force du système. Donc pour moi, le premier élément de réponse, c'est ça, c'est tu découvres la question de la force en politique par l'incroyable fragilité dans laquelle tu te retrouves quand tu veux t'opposer, et tu te rends compte que si tu veux passer d'une opposition verbale, et si tu es sorti de la fausse opposition, tu vois, c'est-à-dire qui t'amène à Canal+, tu vois, et aux plaisanteries des animateurs de Canal+, comme toute la question de l'opposition politique passe par constituer une force d'opposition. Et c'est un chantier finalement infiniment plus compliqué parce que concret et qui est en fait le moment clé de la problématique. C'est beaucoup plus compliqué que la théorie, tu vois. Produire le discours critique finalement est assez facile. Il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Construire la force qui te permet que ce discours critique soit une force politique d'opposition, c'est un problème incroyablement compliqué. Et c'est d'autant plus que des tas de gens, je m'en suis rendu compte, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la politique. Quand j'en discute, il y a beaucoup de gens, notamment parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique sont des universitaires, donc ils ont tendance pour eux, la vie, c'est écrire sur un tableau noir. Il y a des gens, par exemple, qui t'expliquent que pour changer les choses, il faudrait faire ça. Alors ils te disent, il faudrait renationaliser ça, il faudrait... je ne sais pas quoi, faire une pression sur telle classe sociale, il faudrait changer les rapports géopolitiques. Et quand ils ont dit ça, ils pensent qu'ils ont fait de la politique. Alors en réalité, c'est, à partir de la situation actuelle concrète, quelles sont les médiations pour se donner les moyens d'y arriver, tu vois, de commencer. C'est-à-dire comment j'agis sur la réalité en me servant de la réalité telle qu'elle est. Hein. C'est-à-dire sortir justement de la branlette universitaire étudiante, du révolutionnaire sur tableau noir. C'est-à-dire comment on fait les médiations, tu vois, et cette question-là, il y a des gens qui ne la comprennent même pas, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans un parti, on essaie de le transformer, est-ce qu'on cherche des sponsors parce qu'il faut de l'argent, et où est-ce qu'on doit aller les chercher? Cette question-là, il ne se la pose même pas. Il dit, il faudrait que, tu vois. Alors que toute la politique, la politique, c'est que ça. C'est une fois que tu as la théorie, qui est assez facile, c'est comment constituer une force pour passer de la théorie à la pratique, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je suis un peu sorti des bouquins et que j'ai monté, par exemple, Égalité et Réconciliation, c'est de dire, bon, maintenant qu'on a
critiquer le système, bon, il y a un consensus critique, c'est comment essayer d'agir. Voilà. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient surtout pas se poser cette question, et surtout pas mettre le pied là-dedans, parce que c'est le début des emmerdes, hein, quand tu commences à essayer de constituer une force. Et après, tu vois, comme c'est incroyablement difficile, ça peut être incroyablement dérisoire, et que malheureusement, tu n'as pas le choix. Tu vois. C'est de monter une petite organisation, à un moment donné, tu as 300 types qui sont capables de cotiser 30 euros par an, je sais pas si tu vois, et tu es face au grand capital financier mondialiste. Je sais pas si tu vois les échelles, tu vois. Et malgré tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors après, évidemment, tu as toutes les théories des raccourcis, tu vois, qui a donné l'entrisme lambertiste au PS, tu vois. On prend le mouvement et puis on arrive au pouvoir. En réalité, toutes ces stratégies-là ont toujours conduit au ralliement et à la trahison. Et la question est toujours la même, c'est je dois passer par des médiations concrètes, je fais une analyse qui est à peu près cohérente, et après je me mets au boulot pour le faire. Par exemple, l'idée aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une force révolutionnaire dans notre monde, c'est qu'il faut réconcilier le salariat et les classes moyennes. Tout le monde le dit, je crois que même les économistes communistes le disaient déjà en 90, ça passera par la PME, ça passera par le retour au national. Comment on arrive à faire ça, réconcilier la classe moyenne et le salariat? Comment le faire concrètement? Est-ce qu'on fait des conférences? Qui vient? Sachant que les médias ne te donneront jamais la parole pour dire ça de façon efficace, tu ne vas pas être invité à TF1 pour le dire. Ce qui pose alors la question d'un moment donné, quand un Besancenot est invité chez Drucker pour vendre sa salade anticapitaliste révolutionnaire, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne te donne jamais ces moyens-là, normalement, si c'est sérieux. Et donc, c'est là que tu comprends, par exemple, la différence entre Lénine et Rosa Luxembourg, tu vois. Ils ont à peu près la même analyse sur, je sais pas quoi, l'accumulation, l'impérialisme, etc. Et il y a d'un côté une universitaire qui te dit les conditions objectives sont réunies, ça va se faire, et un autre qui n'y croit absolument pas, et qui se dit il faut monter une avant-garde révolutionnaire, il faut trouver de l'argent. Donc ils montent une école de formation de révolutionnaires en banlieue parisienne, ils passent un pacte avec les services secrets allemands, ils trouvent de l'argent sans doute chez les banquiers new-yorkais, enfin tu vois, il y a ce côté-là. Et comment, dans ce pragmatisme absolument essentiel, comment ne pas perdre la finalité qui est la révolution? Parce qu'en réalité, si on s'intéresse à tous les processus révolutionnaires, c'est-à-dire où réellement il y a l'histoire du rapport de force et de la victoire, c'est-à-dire du basculement d'un pouvoir en un autre, c'est aller s'appuyer sur des forces qui existent déjà, qui sont souvent chez l'ennemi, et qu'est-ce qui s'est conservé dans le projet initial et qu'est-ce qui s'est perdu. Il y a des gens qui te disent Lénine était un agent allemand, tu vois. Et là, c'est une question où la Révolution française est financée par les Anglais pour punir Louis XVI de son soutien à l'indépendance américaine. Enfin, tu vois, est-ce que réellement, ça peut même être une question, est-ce que réellement il y a eu une seule fois ça a réussi dans l'histoire, que réellement une force d'opposition a réussi à se constituer et réussi à atteindre son projet qui était de remplacer par exemple une domination par une autre, tu vois. On peut même se poser une question, on peut même se poser la question que c'est à chaque fois, ça n'est peut-être même jamais arrivé. Enfin, on se dit finalement le fascisme italien c'est un faux socialisme dévié, repris par la classe qui dominait déjà, parce que c'est tendre la main à un aventurier, parce que si c'est pas à lui qu'on tend la main, il peut réellement y avoir une révolution qui se passe, et finalement c'est dévoyé, ce qui conduit à dire que finalement le problème du fascisme, c'est pas le projet fasciste, c'est que ça l'a jamais été, c'est que finalement c'est le capital qui continue à dominer par d'autres moyens. Enfin tu vois, c'est la question de la force, pour moi c'est ça, c'est comment avoir un projet de résistance, d'insoumission et de renversement de pouvoir, comment s'appuyer sur des médiations concrètes, bon, ça peut être la colère, la misère, et comment, malgré ces médiations nécessaires qui sont des impuretés par rapport à un idéal, tu sais, de se dire la conscience spontanée des masses va faire qu'à un moment donné on va basculer vers le bien, comment faire que le projet initial ne se perde pas à travers ces médiations qui sont toujours... l'argent, tu vas le chercher, l'argent c'est toujours le capital, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ça c'est la question, c'est la politique sérieuse passe par une impureté terrible, et c'est la condition de réaliser le projet pur du départ. Si tu restes dans la pureté, il ne se passe jamais rien. Et l'histoire nous montre,
à cause du fait que l'homme est ce qu'il est, que par ces médiations-là, souvent le projet initial s'est perdu, et ce qui fait d'ailleurs souvent dire aux bourgeois un peu malins, un peu réactionnaires, finalement, ça revient au même, à quoi bon, tu vois, il y a un côté terriblement désespérant. Et on est toujours dans la même problématique. Si je prends l'exemple dans ce moment, c'est comment faire pour résister aujourd'hui en France à une oppression qu'on a très très bien identifiée. Alors on se dit, bah, il faut fédérer les colères. Donc il faut donc être capable de transformer une colère en prise de conscience, en désir d'engagement. Donc aller chercher les gens, c'est-à-dire faire des conférences, se dire comment on pénètre le mouvement ouvrier, comment on pénètre le mouvement étudiant, après se dire comment on peut s'appuyer sur des forces extérieures, tu vois. Alors, en ce moment tu t'es dit, est-ce que ce que fait Poutine en ce moment peut être un espoir de rééquilibrage, est-ce que alors ça te conduit à dire, est-ce qu'on peut essayer d'aller voir si les Russes peuvent pas nous aider, enfin des trucs, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'une moyenne bourgeoisie humiliée par le grand capital financier pourrait avoir le courage à un moment donné en douce de nous aider un peu parce qu'effectivement ils sentent qu'ils vont être liquidés dans ce jeu et qu'ils ne peuvent même plus collaborer au grand capital. Enfin, tu vois, et ça consiste à tenter des trucs, tu vois, ce qui est un bricolage qui t'amène souvent très très loin de la simple discussion de départ qui est le truc que tu fais sur un tableau noir. Bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à mon avis, analyser ce qu'il faut faire demande déjà une bonne culture, un vécu adéquat et un travail conceptuel sérieux. Et après, quand tu as dit, bon, bah, il va falloir faire ça, essayer de le faire, ça peut prendre 30 ans, tu vois. Et dans l'échelle d'une vie humaine, c'est carrément miraculeux si tu y arrives. C'est-à-dire que si en plus tu n'as pas l'histoire qui vient à ta rencontre et qui t'aide un peu, tu as de bonnes chances de jamais y arriver. Donc c'est pour revenir à ta question, la question de la force, c'est vraiment la question de l'impuissance, quoi. La politique, c'est une entreprise de domination. Alors ça peut être dominer le chaos, dominer les forces hostiles, dominer la situation au sens de maîtrise, tu vois. Et puis cette domination, exactement comme le djihad ou comme, je sais pas, la notion de peuple élu, peut avoir une version haute et une version basse. C'est-à-dire de mettre en place des élites légitimes dans le but d'avoir une vision pour faire monter l'intérêt général et le collectif, tu vois. Ou alors une domination qui est une spoliation, un parasitisme, un mépris, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours les deux lectures du peuple élu, du djihad et de la domination politique. Mais toute politique est de la domination, par définition. Hein, et dominer la situation est la chose à faire pour les hommes. Puisque sinon, c'est le chaos. Tu vois, mais le problème, c'est la perversion de la domination. Voilà. Donc c'est le combat politique est permanent. C'est qu'il doit y avoir des élites, mais elles doivent être légitimes et travailler pour le bien commun. Aujourd'hui, nous avons des élites illégitimes, parasites, qui travaillent à la destruction de la France. Donc il n'est pas question de passer du politique à l'anarchie. Ça, c'est des trucs d'ados ou d'alcooliques. Enfin, tu vois, l'anarchie n'existe pas. C'est un non-sens. Hein. Mais par contre, il est question de retourner à une saine conscience et une saine pratique de la domination, au sens de dominer dominer les éléments, dominer les événements, dominer son destin. Et ça, c'est effectivement la définition de la politique, c'est ça. Le but de la politique, c'est la domination. Il n'y a aucun doute. Mais ça contient tout, le pire et le meilleur. Et il n'y a rien au-delà, hein. Il n'y a rien en dehors. Hein. Il n'y a rien en dehors du politique au niveau du. Enfin, sauf de l'amour. Enfin, tu vois, dans la sphère commune, dans le monde du nous, il n'y a rien en dehors du politique. Là, je vais être hegelien, tu vois. Tout ce qui est de l'ordre du nous est politique, et tout ce qui est politique est de l'ordre du nous. Il n'y a rien en dehors. Hein. Tu vois. Sinon, on est effectivement dans le rapport intime de l'amour entre un homme et une femme, etc. Quoi, qui est effectivement une autre question. Et je veux dire, tout le nous est politique, tout le politique est la question du nous, et c'est toujours lié à la question de la domination, de la maîtrise, du projet, tu vois, de la vision globale, etc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, si on ne fait pas ça, on n'est pas dans le politique. Ou alors, effectivement, on a dit tout à l'heure, la stratégie de la fuite, qui est une stratégie temporaire politique, ou une espèce de stratégie où on voudrait qu'elle se généralise, effectivement, comme on ne peut pas reprendre possession du truc, on s'en extrait totalement. Et qui est toujours pour le but de dominer son destin, de dominer sa réalité, de dominer son environnement et d'échapper à la domination de l'autre. Il est évident qu'en plus, aujourd'hui, pour créer une force et prendre conscience de la violence, c'est beaucoup plus facile quand tu as deux équipes comme en sport. C'est sûr que le rapport classe contre classe, bourgeoisie très identifiable,
au niveau des signes, au niveau enfin, tu vois, au niveau de la barrière, un prolétariat très solidaire de par sa praxis, etc., c'était plus facile. En plus, aujourd'hui, il y a une complexification incroyable des rapports, une énorme subtilité de la propagande qui a muté en communication et en spectacle. Donc tout ça, c'est effectivement des difficultés supplémentaires. Et notamment les rapports de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans des combats transclasses. C'est-à-dire que, pour dire, c'est plus facile de faire bouger le monde ouvrier contre la bourgeoisie, c'est Arlette Laguillet, c'est assez facile, tu vois. Les prolos en bleu contre les bourgeois avec des cravates, c'est facile. Mais quand, à un moment donné, tu as les couches moyennes salariées qui sont un glacis, si tu veux, qui crée une espèce de zone tampon entre les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, et le capital qui lui-même a besoin, à son niveau de technicité, de technogestionnaires, qui sont des salariés, et qui donc appartiennent à ce glacis des couches moyennes salariées. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette complexification des rapports de classe qui fait que tu n'arrives plus à trouver deux équipes pour créer l'affrontement. Et ça peut effectivement déboucher chez les gens, et puis surtout quand l'ennemi s'en sert, en disant il n'y a plus de lutte des classes. Tu vois, ça conforte et la dépression, et l'individualisme, et le sentiment d'impuissance totale que la bourgeoisie positiviste, tu vois, t'habille de scientificité, c'est-à-dire la fin de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative, le reste étant du délire, de la métaphysique, de l'aliénation, etc. Or, il y a toujours l'analyse possible comment dirais-je, l'équipe à constituer d'opposition. Même moi, je me dis, soit on tente de changer le régime globalement, soit il y a toujours la solution du camp des saints, enfin, je veux dire, de monter effectivement une communauté où on vit selon nos propres règles, en essayant de ne pas se faire trop emmerder. Ça existe beaucoup aux États-Unis, ça, en fait. Hein. On va prendre un village des Cévennes abandonné, puis on vit entre nous, parce que si on doit se battre pour changer la société globalement, parce que c'est un devoir, je dirais. C'est ça la politique, c'est de se battre pour tous, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, et puis si au cas où on échoue, on a le droit aussi d'essayer de sauver sa propre peau avec ses amis. Hein. On n'est pas... Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils pensent que les stratégies politiques globales, d'abord, sont dangereuses, parce que souvent, elles sont totalitaires, totalisantes, qui n'y croient pas que ce soit possible, et qui se disent on n'a qu'une vie. Moi, les 15 prochaines années, je veux les vivre selon mes... Enfin, pas selon mes règles, mais ne pas subir ce chaos total, libéral, libertaire, ignoble, qui devient insupportable, et qui, contrairement aux 30 Glorieuses, n'apporte pas un peu plus de pouvoir d'achat en plus. C'est-à-dire qu'avant, la poussée libertaire était une destruction de valeur, mais elle amenait un peu de qualité de vie. C'était la maison de campagne, tu vois ce que je veux dire, c'était la chaîne stéréo, c'était la pop musique, c'était la libération sexuelle réelle, où vous savez, il y avait un peu plus d'échanges sexuels, etc. Aujourd'hui, on n'a que les désavantages, en réalité. On a la dislocation de l'organisation classique, et on n'a même pas la fraîcheur pop, en plus. Hein. Donc face à ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui comprenant que le système est un système global, qui produit de la destruction de valeurs dans l'éducation nationale et par l'éducation nationale, dans le monde marchand, dans l'entreprise, dans le monde du spectacle, etc., décident effectivement de sauver leur peau en se repliant à la campagne, je ne sais pas comment, en essayant d'y avoir une ville alternative. Moi, j'essaye d'échapper au salariat, j'essaie d'échapper à la consommation, je fais des... voilà. Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait légitime. Ça peut être aussi une forme de stratégie révolutionnaire. Si, on peut, comme s'il peut y avoir l'explosion révolutionnaire et puis une forme d'implosion. Si tellement de gens en France décident de tourner le dos au système, d'aller vivre dans des petites communautés atomisées, c'est une forme révolutionnaire assez incroyable si ça atteignait une certaine échelle. Si d'un seul coup il y avait 2500 communautés qui se pondent en France, qui décident collégialement, en même temps, tu sais, comme des petites métastases un peu partout, de quitter l'éducation nationale, de quitter la consommation, de quitter la télé, etc., ça serait un phénomène révolutionnaire atypique, tu vois, de genre nouveau mais intéressant. C'est-à-dire que moi, toutes les expériences m'intéressent, y compris la décroissance, tout ce qui lutte, qui résiste au système et qui produit effectivement de la critique intelligente du système et de la soumission au système m'intéresse. J'ai pas ce côté de l'arrogance des marxistes-léninistes à une époque où qui n'était pas avec eux était contre eux, tu sais, genre c'était le socialisme scientifique contre tous les autres. L'histoire nous enseigne l'humilité sur le plan révolutionnaire, parce qu'il y a beaucoup d'arrogants qui ont foiré. Je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui, il aurait peut-être moins d'arrogance envers Proudhon, tu vois, sans doute. Donc, moi, je n'ai absolument rien contre ces solutions alternatives. Hein. D'ailleurs, si elles se généralisaient, enfin, si elles se multipliaient, elles seraient assez subversives. Hein.
le jour où il n'y aura plus que 10% des gens qui votent, que les mecs, ils ont décidé que leur vie était ailleurs, ça peut devenir carrément très angoissant pour le système. On voit que le système veut absolument que les gens continuent à participer aux mensonges démocratiques. Ils sont emmerdés par le taux d'abstention. Ils sont emmerdés par la désyndicalisation. Ils ont peur de ce que peut générer cet abandon. Les gens qui n'ont pas agressent le système, ils lui tournent le dos et s'en vont. Hein, genre, voilà, comme on quitte la bagnole, on descend et on finit à pied. Quoi. Donc, voilà, c'est pas si mal, ça a du sens. Quoi. Mais aujourd'hui, les progressistes sont quand même très arrogants par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus sur le plan social, sur le plan technique, c'est admirable. Mais je veux dire, l'accélérateur de particules du CERN, c'est génial, cette boucle de 27 km, etc. Mais qu'est-ce que ça change aux conditions de vie concrètes des gens qui habitent même à 3-4 km? Moi, j'ai plutôt vu, je suis allé à Évian-les-Bains l'autre jour, Évian-les-Bains qui a l'air encore relativement préservé, mais plutôt plus moche que l'Évian-les-Bains que je connaissais dans les années 60, et sans doute beaucoup plus moche que celui qui existait dans les années 30. Quoi. Donc, à un moment donné, je me demande même si on ne devrait pas découpler complètement le progrès, la très haute recherche pure, tu vois, le CERN enterré, tu vois, ou même d'ailleurs des centrales nucléaires parfaitement déguisées en ferme, en bois, pour produire effectivement de l'énergie, mais surtout arriver par un projet politique et une vision du monde à pour autant, si tu veux, faire en sorte qu'on habite à nouveau dans des maisons en bois, qu'on boive du lait de vache, etc. Enfin, on pourrait imaginer une vraie remise à sa place de la technique, au service d'une vision sociale qui sait là où il faut de la technique, là où il en faut moins, enfin, je veux dire de la fuite en avant technicienne, exactement comme dans un monde économique, au lieu de se demander si on doit faire du tout libéral ou du tout social, savoir dans cet espace discontinu qu'est l'espace social, là où le social est nécessaire et performant, dans les services publics, dans l'hôpital, là où le marché, puisqu'on est dans un marché d'échelle humaine, c'est-à-dire la restauration, laisser le libéralisme jouer, parce qu'il est évident que moi je suis contre les cantines socialistes, je suis pour le bistrot avec le patron et la cuisine de la patronne, donc je suis pour le libéralisme intégral au niveau de la cuisine, et par contre je suis pour le socialisme intégral au niveau de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Donc je n'ai pas à me poser la question de savoir si je suis socialiste ou libéral. Je pense que de transposer à l'économie ce qu'on appelle l'espace idéal des nombres est une escroquerie, une bêtise et une escroquerie libérale. En réalité, l'espace économique est un espace politique et humain, est un espace discontinu. Hein. Il y a des plis, hein, il est comme il y a des vallées, il y a des montagnes. Et donc, il y a des endroits où il faut que ce soit social, des endroits où il faut que ce soit libéral. Tout ça piloté d'ailleurs par les représentants de la collectivité qui s'appelle l'État, hein, pour avoir effectivement une vision à long terme, pour tout ce qui exige une vision à long terme, comme l'éducation, la recherche, tout ce qui est stratégique, etc. Donc c'est un peu pareil pour la technique. Aujourd'hui, on pense la technique couplée à l'épopée industriello-marchande, et en fait, la technique comme moyen de produire de la plus-value. Parce que c'est vrai que c'est qui produit une fuite en avant, qui n'a plus rien à voir avec le progrès, mais avec le fait qu'il faut faire juter de la plus-value. Aujourd'hui, l'histoire nous permet de critiquer les ambiguïtés du progressisme sur le plan de ce que ça a apporté comme progrès. Je veux dire, il y a eu à l'époque de Marx, dire que finalement la différence entre la bourgeoisie et le socialisme, c'était, on prenait la même division du travail, le même Fordisme, le même Taylorisme, mais c'était produire de la richesse à tout prix par effectivement une transformation radicale de la société qui passait effectivement par le Fordisme, hein, mais que d'un côté c'était mis au service du capital et de l'autre du peuple. Ce qui veut dire qu'en gros, à la fin tu poses la question, et c'est la question que pose le petit bourgeois proudhonien à Karl Marx, c'est entre un ouvrier du RSS qui travaille à la chaîne pour le bien de tous, avec une belle étoile au-dessus, et puis un couple avec un paysan et un ouvrier, et puis un mec qui travaille pour General Motors, au niveau du quotidien, quelle est leur différence concrètement de qualité de vie? Si on enlève le baratin, tu vois, entre l'ouvrier à la chaîne américaine et l'ouvrier à la chaîne russe. Toute la journée, ils visent des boulons, je veux dire. Alors dire oui, mais ça c'est pour le bien de la révolution, et la révolution c'est toi, et c'est le peuple, et tu participes à la grande aventure révolutionnaire. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a que l'enthousiasme qui peut faire qu'il y adhère, et cet enthousiasme ne peut pas durer 70 ans, il a pu durer 10-15 ans. Mais le problème que ça cache, c'est que dans les deux cas, on a transformé l'aristocratie ouvrière, de mecs qui étaient capables de construire une bagnole de A à Z, et pour qui la vie avait un sens, à des mecs qui, soi-disant, pour donner plus de sens à la vie, ont ici et maintenant perdu tout sens à leur vie quotidienne, c'est-à-dire 8 heures par jour, dans un travail complètement parcellisé, abrutissant, etc. Et là, on revient aux ludites, au canut, tu vois, c'est est-ce qu'on peut faire, comment dirais-je, est-ce que le progressisme n'est pas intrinsèquement réactionnaire et destructeur d'humanité?